Bonjour à tous. Donc, deuxième conférence du Salon de l'immobilier de Nord-Isère. Et cette deuxième conférence, donc, qui va se faire en live. Moi, je tenais à remercier Benoît Fauchard, Benoît Fauchard est le secrétaire général de la FNAIM nationale et qui maîtrise très fortement toutes les questions dont nous allons parler. Alors, on va aborder le problème de projet loi climat. Hein, ça, c'est important puisque on va parler des DPE avec toute la rénovation qui va devoir être faite autour de ces logements qui, malheureusement, des DPE qui vont plus être conformes. On va parler rénovation énergétique avec les objectifs, effectivement, qui nous sont demandés. Que demande l'État? Vont-ils être réalisables, pas réalisables? Voilà, et puis un peu toutes les conditions financières qu'il y aura par rapport à cette rénovation. Donc ça va être quand même les grands thèmes sur lesquels nous allons travailler. Donc je tenais simplement déjà vraiment à remercier Benoît d'être présent là ce matin. Je fais juste un petit point sur la FNAIM pour démarrer, puisque la FNAIM, c'est quand même c'est le premier syndicat national en France professionnel de l'immobilier. Il faut savoir qu'on a 9000 points de vente et de points de réception clientèle, hein, voilà, au niveau de notre profession. C'est 30% de la branche. C'est 250 000 logements vendus en France. C'est 180 000 locations, voire 200 000 locations qui sont faites. 1,5 million de biens en gérance locative qui sont gérés sur toute la France. 5 millions, plus de 5 millions de lots gérés en syndic et c'est plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la FNAIM est un syndicat professionnel avec des acteurs primordiaux sur le marché national, puisqu'on représente plus de 30% du marché. Voilà, donc on va aborder les questions. On va démarrer. Je remercie encore Benoît vraiment très fortement d'être présent et de consacrer du temps parce qu'il est toujours présent à nos côtés, dans toutes les chambres, hein, bien sûr, il est à la Fédé à Paris, mais il est toujours présent à nos côtés pour répondre aux questions et répondre présent. Alors Benoît, bah, écoute, je pense qu'on peut démarrer par le projet de loi climat, si ça te Oui. convient, faire un point, et puis on avancera. Voilà. Ouais. La première chose, merci Jean-Paul, et bonjour à toute l'Isère, puisque je suis là en Vendée, donc un petit peu loin de vous, mais grâce à Zoom, le virus nous a au moins appris ça, c'est à partager avec des Zooms, même si on est en distanciel. La première chose à dire, c'est que, premièrement, il y a une convention citoyenne hein, qui a été élaborée avec le président de la République et qui a donné des axes forts de rénovation énergétique pour le bâtiment. Pourquoi le bâtiment? Alors, c'est qu'une partie de la loi, mais le bâtiment, on sait que ça représente 40% des gaz à effet de serre, donc ça a un impact très important au niveau des gaz à effet de serre, et on sait que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'on doit lutter contre, et donc les mouvements deviennent, je dirais, largement incitatifs, et puis petit à petit, eh bien, ils deviennent dans une obligation pour tout le monde. Donc voilà pourquoi aussi on est très concerné en tant qu'agent immobilier et un syndicat professionnel comme la FNIM doit être un syndicat responsable et engager tous ses adhérents sur ce volet-là, sur ce volet de rénovation énergétique et en tout cas de prise de conscience du problème de l'énergie en France et notamment au niveau des logements. On sait qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à chauffer, on appelle ça la précarité énergétique. Et puis, on a aussi eu depuis quelques années un classement hein, qui s'appelle le DPE, Diagnostic de performance énergétique, qui, bon an, mal an, est assez connu, mais en tout cas qui classe statistiquement tous les logements. Et donc, ils sont surtout classés évidemment à la location et à la vente quand on change et qu'il y a une mutation quelconque, quand on change de logement, que ce soit en location et donc en vente. Donc, ils sont classés de A, donc A étant la meilleure note, hein, autour de 50 kW. Alors, on parle d'énergie primaire. Je ne vais pas expliquer ici ce que c'est. C'est un rapport avec l'énergie finale,
j'irais dépenser, à savoir que bon, l'électricité, on lui donne un coefficient pour le fabriquer, donc c'est un coefficient de 2,58. Et donc, on multiplie l'énergie finale de 2 fois 58 pour arriver à l'énergie primaire. C'est un peu compliqué, mais bon. Donc, en tout cas, il y a une référence et donc, voilà. Et ça va jusqu'à la lettre G. Et la lettre G, c'est ce qu'on appelle, nous, en tant que professionnels des logements énergivores, ce qui est dit dans la presse et les pouvoirs publics, ce qu'on appelle des poubelles ou voire des passoires énergétiques, ce que j'aime pas trop parce que c'est pas très sympa pour les gens qui habitent dans des logements et des fois qui sont pas forcément, je dirais, des logements qui sont pas très beaux et tout. On peut avoir un très joli logement et être en lettre G. Bon, c'est un peu comme les voitures, mais je vais passer là-dessus. Donc, logement énergivore. Logement énergivore, lettre G, ça veut dire plus de 450 kilowatts au mètre carré, ce qui veut dire quand même par rapport à A50 qu'on est vraiment dans des consommations qui sont excessives parce que le logement, premièrement, est mal isolé, parce qu'il a été fait du temps où il n'y avait pas de réglementation thermique. Il faut se rappeler que les premières réglementations thermiques au niveau du logement datent de la crise pétrolière. On s'en souvient presque à peine, mais ça avait révolutionné surtout les consommations des voitures, hein, mais en 1973. Et donc, il y a eu plein de rénovations énergétiques et on arrive aujourd'hui on est sur la RT 2012 et on va passer d'ailleurs sur la RE 2020 où on arrive à avoir des logements qui consomment presque pas, 50 kW au mètre carré, mais qui consomment pratiquement pas et qui consomment finalement plus pour l'eau chaude et je dirais tous les événements quotidiens, que ce soit les ordinateurs, tout ce qui est électrique et tout ce qui est branché, plutôt que le chauffage. Et donc, évidemment, on a un différentiel qui est énorme entre les bâtiments anciens qui sont construits. Il y a eu beaucoup de constructions, par exemple, dans les années 60-70, qui méritent une rénovation et qui, là, dépensent beaucoup, beaucoup trop, en tout cas, pour le chauffage. Donc, l'objectif, petit à petit, ça a été de produire des accompagnements, plus ou moins. On peut dire que les pouvoirs publics ont établi parfois, d'ailleurs ça s'est vu au gré des nominations des ministères, il y a eu des ministères de transition énergétique et puis des fois beaucoup moins. Il y a eu des aides, mais pas forcément une pérennité des aides. Aujourd'hui, on est vraiment sur un chemin qui est important et c'est grâce on peut le dire, avec cette convention citoyenne où là, on a une loi qui s'appelle Climat et Résilience qui est en ce moment en discussion et qui est passée à l'Assemblée nationale, où là, on a des vraies décisions. La première décision, on peut dire que c'est le diagnostic de performance énergétique qui, à partir du 1er juillet 2021, devient opposable. Ça veut dire qu'il est obligatoire, premièrement, et que sur un nouveau mode de calcul, en tout cas, il est obligatoire pour toute transition, mutation, que ce soit à la location ou à la vente. Et donc, il va fixer des règles importantes. Comme il est opposable, eh bien, on va lui mettre des règles sur des obligations sur les lettres dites énergivores, le G et le F. Et donc, par exemple, il y a une interdiction, une des grandes causes, je dirais, du DPE et de l'application de la loi climat-résilience, c'est l'interdiction de location pour les lettres F et G à compter du 1er janvier 2028. 2028, on est en 2021, c'est pratiquement demain. Et je dirais que c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment s'en inquiéter. C'est beaucoup de logements, hein, on va le redire, mais avec la lettre F en plus, c'est plus de 4,4 millions de logements en France qui doivent faire une rénovation énergétique. D'ici, alors, la loi a en plus rajouté en 2034 les lettres E. Alors, pour vous donner une idée, on est à 450 kW en lettre G. La lettre F, on est à 330, donc on devrait passer à 330 kW.
Et en plus, la lettre E, c'est 230. Ça donne des équivalences un petit peu. Donc voilà. Et donc, l'obligation, c'est d'aller vers une rénovation le mieux possible. En tout cas, d'aller le plus haut possible. Et le mieux, c'est d'être autour de la lettre C. Donc, on dit en A ou B, mais tout le monde ne peut pas. C'est comme dans une classe d'élèves. Je pense que tout le monde ne peut pas être toujours le premier de la classe. Ça va être un petit peu difficile pour nous. Donc, on le critique, mais évidemment, c'est un objectif, mais en même temps, il faut que tout le monde puisse y arriver. Et donc, l'objectif, c'est quand même que le maximum de logements soit en lettres C et voire B ou A d'ici ces années-là. Donc, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui implique pour tous les bailleurs, qui s'implique à toutes les copropriétés aussi de France et de Navarre et à toutes les mutations au niveau des ventes. Donc, évidemment, avec des difficultés qui peuvent être différentes. Et ce qui réclame, par contre, forcément, un accompagnement. Un accompagnement des pouvoirs publics qui est donné en ce moment. Il ne faut pas l'oublier. Et Dieu merci, notre syndicat a aussi insisté sur ce point parce que sans accompagnement, ce n'est pas possible d'y arriver. Donc, deux accompagnements forts, très forts. C'est d'une part MaPrimeRénov' qui remplace le crédit d'impôt CITE tel qu'il était appelé. Donc, MaPrimeRénov' et de l'autre côté, les certificats d'économie d'énergie. Alors, je vais peut-être expliquer les deux choses assez rapidement. Vous pouvez me poser des questions, Jean-Paul. S'il y a des questions, vous n'hésiterez pas. Premièrement, MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', donc c'est une prime qui est donnée à tous les personnes, les propriétaires qui s'engagent dans la rénovation. Donc tout le monde y a droit, avec une petite nuance, puisqu'on analyse les revenus. Et donc, il y a un site qui s'appelle maprimerenov.fr qui indique tout ça. Et suivant les revenus de chacun, eh bien, il y a quatre paliers de primes. Et donc, forcément, moins on a de revenus, plus on a d'intéressement au niveau de MaPrimeRénov'. Et plus on a de revenus, moins on a d'apport financier avec MaPrimeRénov'. En tout cas, tout le monde y a droit. Et puis, c'est complété cette prime rénov' par les certificats d'économie d'énergie. Une petite explication par rapport à ces certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, c'est des obligations, on appelle ça des obligés, c'est-à-dire tous ceux qui vendent de l'énergie, donc du fioul, du gaz, donc d'électricité. Donc, on a deux grands pourvoyeurs en France qu'on connaît bien, puisque c'est EDF et Engie, donc c'est les principaux. Mais vous avez aussi toute la chaîne derrière qui distribue donc du fioul et de l'essence et toute l'énergie. Total, mais ça peut être aussi les distributeurs comme Leclerc, Carrefour, etc. etc. Et donc, Butagaz, Primagaz, enfin, etc. Et donc, toutes ces entreprises-là, elles doivent payer des certificats d'économie d'énergie qui sont payés sur des travaux qui économisent de l'énergie. Et donc, à partir du moment où on fait des travaux pour économiser de l'énergie, on a droit, avec une facture, à un certificat d'économie d'énergie d'un des obligés. Voilà. C'est assez simple et donc c'est en espèces sonnantes et trébuchantes aussi. Et donc, c'est une aide substantielle qui peut représenter entre 5 et 10, voire un peu plus, de la facture. Il faut une facture. La nouveauté pour ces certificats d'économie d'énergie, pour les avoir, il faut absolument qu'il y ait un gain au niveau des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il faut un gain au niveau de la consommation d'énergie, mais en plus, il faut un gain au niveau des gaz à effet de serre. Donc, voilà un petit peu les deux grandes aides, C2E, MaPrimeRénov'. En plus, dans chaque région, chaque département, chaque ville ou EPCI, il y a des aides locales qui peuvent être emmenées et qui ont été votées par les régions, les départements et autres. Donc, il y a de plus en plus, les métropoles s'engagent sur la rénovation énergétique, donc amènent des aides supplémentaires, souvent au niveau des audits, souvent dans l'accompagnement aussi, avec des structures qui sont mises en place. Et je suppose que dans l'Isère,
il y a eu des grandes choses qui ont été faites à Grenoble dans le passé, avec l'opération Murmure, par exemple, etc. Il y a Des Murmure, oui. très grosses opérations. Donc, il y a souvent des engagements des pouvoirs publics locaux qui aident en plus les personnes et je dirais les propriétaires pour rénover son logement. Deux choses peut-être aussi importantes dans cette rénovation. Avant, on parlait beaucoup de retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on devait avoir un gain phénoménal. On parlait d'opérations blanches, hein. On faisait des travaux et puis finalement, les travaux étaient remboursés par le gain de chauffage, de consommation, on va dire, d'énergie. Ce n'est pas forcément vrai à tous les coups. Et donc, évidemment, on peut avoir un gain quand on fait des travaux, hein, d'isolation thermique, mais il faut faire attention, ce n'est pas forcément avec l'évolution des prix du gaz, les prix du pétrole, etc., ou de l'électricité, des fois, voilà, on ne connaît pas l'avenir et les prix augmentent ou n'augmentent pas, mais ça, c'est difficile de le savoir et de le prévoir. Donc, par contre, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de gaz à effet de serre, diminution de gaz à effet de serre, et les deux valeurs qu'on parle le plus pour la rénovation, en dehors du retour sur investissement, c'est le confort. Parce que tout le monde peut être d'accord sur le confort, confort d'hiver et confort d'été. On a vu aussi qu'on a, et je sais que dans votre pays, il fait très froid parce que vous êtes proche des montagnes, mais il fait très chaud aussi, il peut faire très chaud l'été, n'est-ce pas? Et donc, c'est des choses où il faut faire attention pour les gens. On a eu des problèmes il y a quelques années là-dessus, hein. L'été est plus que finalement l'hiver. Et donc, le confort est une notion très importante. Et le confort, c'est une valeur qui peut être pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on soit bailleur, qu'on soit propriétaire occupant, copropriétaire, pour le vote, par exemple, une copropriété, c'est un objectif qui est valable pour tout le monde, la personne âgée comme le jeune qui a investi. La deuxième chose, c'est la valorisation du patrimoine immobilier. Il faut faire très attention à ça parce que plus on va aller vers des obligations, par exemple, la lettre G, si on ne peut pas la louer, eh ben, forcément, il va y avoir une dévalorisation de ces biens. C'est un petit peu ce qu'on appelle la valeur verte, mais je me méfie quand on parle de valeur verte parce qu'on parle de valeur surajoutée. Et pour moi, c'est plus une valeur qu'on donne au niveau, je dirais, de la réglementation thermique qui existe. Je m'explique. Tout ce qui se fait en neuf est parti d'une réglementation où on consomme très peu. Et de l'autre côté, les logements anciens, eh ben, il faut qu'il y ait une rénovation pour les remonter, pas forcément au niveau, parce que c'est difficile de les remonter au niveau de la réglementation thermique actuelle, mais en tout cas pour les survaloriser et pour les amener vers une classification qui soit la meilleure possible. Il suffit de comparer pour ça aux voitures. Quand c'était en 73, il faut se souvenir que les voitures dépensaient du 15 litres au 100 km et ça, on ne s'en rappelle pas. Aujourd'hui, personne ne voudrait d'une voiture, sauf si on est très riche et puis on veut absolument une Rolls-Royce ou une Ferrari et dépenser beaucoup. Mais la logique veut qu'aujourd'hui, une voiture, elle consomme très peu. Et donc, tous les industriels au niveau de la voiture, même les plus petites voitures, consomment très peu. Et ça, c'est une vraie révolution. En fait, il faudrait appliquer dans les mêmes process d'industrialisation les choses au niveau d'une réglementation vers le logement. Le logement devrait être de la même manière, avec un contrôle technique comme les voitures. Le contrôle technique, c'est le DPE, diagnostic de performance énergétique. Il y a aussi l'audit énergétique, bien sûr. Et donc, il faut qu'on ait cette conscience, en tout cas, pour nous-mêmes, pour la valorisation des biens, pour pouvoir les louer, et je dirais en même temps d'une idée un peu citoyenne pour dépenser le moins possible de gaz à effet de serre dans le but de stopper un petit peu, je dirais, le réchauffement climatique de notre Terre. Voilà, j'ai essayé d'être très large. Alors, c'est très bien. Merci là, pour ces explications. Au niveau des conditions aujourd'hui, on peut parler de conditions d'accompagnement.
quelqu'un, si on reste terre à terre aujourd'hui, quelqu'un qui va, comment on peut voir le marché de demain? Tu en as déjà dit deux mots. Quelles peuvent être les incidences justement de cette rénovation énergétique sur le marché, sur les prix? Est-ce que c'est une question qui est vaste, certes, mais est-ce que demain, on ne risque pas d'avoir effectivement des gens qui ne vont pas pouvoir faire la rénovation parce qu'ils n'auront pas les moyens? Et est-ce qu'on n'aura pas un risque justement d'effondrement d'une certaine catégorie de biens du marché? L'objectif, évidemment, des pouvoirs publics et le nôtre aussi, c'est premièrement de ne pas perdre de logements au niveau locatif. Donc, au niveau de notre fédération, c'est vrai qu'on a fait des propositions supplémentaires. Évidemment, je dirais que tout ce qui est bailleur modeste et propriétaire modeste, il y a des aides. Et donc, ces aides-là sont avec, je dirais, il y a un organisme qui s'occupe de ça qui s'appelle l'ANA, hein, qui est là pour ça, hein, c'est l'amélioration de l'habitat. Et donc, il y a quand même un accompagnement fort pour tout ce qui est, je dirais, en lettres G, parce que quand tu as raison, ça concerne souvent des propriétaires modestes et qui n'ont pas forcément les possibilités financières pour rénover leurs biens. Donc, l'objectif des pouvoirs publics, c'est quand même de donner cet accompagnement, hein, et pas seulement financier, il faut le dire. Donc, il y a tout cet organe financier à côté de prime financière. Et il faut dire que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et donc, il y a un accompagnement aussi qui est nécessaire. Donc, il y a eu des travaux aussi là-dessus pour qu'il y ait cet accompagnement avec ce qu'on appelle des mandataires ou des gens en tout cas qui accompagnent. Donc, il y a un réseau qui s'appelle le réseau FAIR, hein, avec des gens, et vous avez sûrement ça chez vous. Vous avez aussi des ADIL, des agences pour le développement et l'information sur le logement. Et donc, il y a des personnes et tout qui sont dédiées quand même pour aider les gens à rénover. L'important, c'est vraiment d'être accompagné, pas seulement sur les travaux, mais d'abord pour analyser les choses. Un DPE donc, va être l'outil principal. Sur ce DPE, donc diagnostic de performance énergétique, évidemment, il va classer les biens, mais il va aussi indiquer comment pouvoir rénover et améliorer le logement. Ça, c'est extrêmement important. Il va indiquer les travaux donc, nécessaires. Donc, il y a des définitions à rénovation globale. Maintenant, on parle dans la loi, il y a aussi une définition de la rénovation, comment ils appellent ça? C'est la rénovation performante. Il y a différents termes. Tout ça pour dire que on a plusieurs solutions. Alors, ça peut être dans le changement de chaudière, évidemment. Ça peut être l'isolation de la toiture. Ça peut être l'isolation des murs. Ça peut être le changement des fenêtres, etc., etc. Donc, c'est vrai que l'accompagnement, il est assez solide financièrement pour les foyers modestes. Donc, mais c'est des gens qui doivent être accompagnés. Donc ça, c'est le rôle de l'ANA, c'est le rôle des réseaux FAIR, c'est le rôle de la DIL, c'est le rôle de plein de gens qui seront accompagnateurs. Attention aussi à ne pas tomber dans les panneaux. Alors, je suis un peu dur, mais les panneaux de rénovation à 1 euro, qui vont être interdits bientôt d'ailleurs. Il y avait certes des bonnes entreprises qui le faisaient, parce que une facture à 1 euro, ça veut dire que c'est les certificats d'économie d'énergie qui réglaient les travaux. Mais attention à certains effets d'aubaine et certaines entreprises qui sont nées et qui partent assez vite et qui ne font pas forcément des travaux importants. Je vous rappelle que maintenant, les C2E vont être distribués uniquement si on a une baisse des gaz à effet de serre. Donc, il est extrêmement important aussi de faire attention et de se faire conseiller par des entreprises compétentes et qualifiées. Et les entreprises compétentes et qualifiées, elles doivent d'abord avoir le label RGE. Et donc, ce qui est important, c'est de faire confiance à des entreprises qu'on connaît, qui sont sur place, des artisans qui nous côtoient. Et donc, c'est extrêmement important de discuter avec ces artisans aussi, qui peuvent faire des vrais devis, qui sont là aussi pour conseiller
Et donc, on a deux grandes fédérations à côté de nous, qui sont la CAPEB et la Fédération du bâtiment, la FFB. On parlait tout à l'heure parce que vous avez un ex-président qui est tout près de chez vous, Bourgoin-Jallieu, M. Chanu. On a travaillé sur ce sujet avec lui, sur l'obligation de travaux au plan bâtiment durable. Il faut vraiment faire confiance aussi aux entreprises qu'on connaît. Donc ça, c'est extrêmement important. Je dirais qu'il y a le volet, donc il y a le volet financier, d'études, le volet d'analyse, et puis il y a le volet travaux avec des entreprises qu'on connaît bien et qui sont qualifiées pour faire les travaux. Donc voilà un petit peu. Et évidemment, notre danger, nous, on souhaite que le parc locatif, il reste parc locatif. Et donc le danger, c'est vrai que c'est que les gens abandonnent et que des logements restent vacants. Hein, c'était un peu ta question, que les logements G restent vacants. On va tout faire justement pour qu'il y ait des aides maximum pour pouvoir accompagner et qu'il y ait les meilleures aides financières. Et on a fait des propositions supplémentaires au niveau, par exemple, de notre fédération. Je vais en donner une ou deux, mais par Oui, oui, exemple, sur la fiscalité. on souhaite au niveau fiscal, par exemple, oui, pour les bailleurs, que le plafond de défiscalisation qui est de 10 700 euros et qui reste depuis des années, je crois que c'est depuis les années 80, eh ben, qu'il soit doublé si on fait, par exemple, des travaux énergétiques. On souhaite, deuxièmement, que les primes qui sont données soient défiscalisées. Parce que pour l'instant, les primes qui sont données, par exemple, aux bailleurs, eh bien, elles rentrent dans la fiscalité. Et donc, on souhaiterait qu'elles soient défiscalisées. On souhaite aussi, par exemple, qu'il y ait par exemple, une aide fiscale de type de Normandie. Par exemple, sur l'ancien, si on veut rénover une lettre, un vieux logement, vous savez qu'on a droit à une défiscalisation Pinel sur le neuf, par exemple, une défiscalisation qui est importante et qui entraîne les investisseurs à investir dans le marché locatif, dont on a besoin sur la France. Et donc, pour l'ancien, on voudrait qu'il y ait le de Normandie, qui est actuellement sur les actions cœur de ville, on voudrait qu'il y ait cette défiscalisation pour l'investisseur qui s'engage à rénover une lettre G pour qu'elle la laisse dans le marché locatif. Voilà, on souhaite ces différentes aides. En ce moment, en discussion, on propose à Bercy. Vous savez que c'est quelque chose qui est difficile, mais c'est vrai que l'ambition de la rénovation est une ambition importante. Et donc, on doit absolument accompagner au maximum les propriétaires bailleurs. Donc, ma prime rénov, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais elle va être donnée aux bailleurs à partir de juillet 2021. Elle n'est pas encore donnée. Et puis, il y a tout ce qui est copropriété. Il y a un problème de décision. On en parlait tout à l'heure avec la personne qui était là. Mais le problème de la décision en copropriété est relativement important. Alors, il y a quelque chose de nouveau au niveau de la copropriété pour ma prime rénov. Ma prime rénov, logiquement, c'est toujours donné à une personne qui est propriétaire de son logement, en résidence principale. Ça, c'est la théorie. Et donc, c'est une première théorie qui est valable, mais qui est en tout cas, l'objectif, c'est les résidences principales. Quand on est en copropriété, on est dans un syndicat de copropriétaires, et donc, on sait qu'il n'y a aucune personne, si on est 20 copropriétaires, il n'y en a aucun qui a des revenus similaires. Et donc, chacun a des revenus différents et aurait droit systématiquement à une prime rénov qui serait différente. Or, on a souhaité, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a obtenu au niveau de notre fédération, qu'il y ait une aide globale, qui soit unique et qui soit égale à tous les copropriétaires et qui soit versée non pas à chaque copropriétaire, mais directement au syndicat des copropriétaires pour la rénovation dans une copropriété des parties communes. Donc, dans une copropriété, la copropriété a cette aide MaPrimeRénov' au niveau du nombre de lots principaux. Et donc, s'il y a 20 copropriétaires, il y aura 20 fois MaPrimeRénov' qui sera versée au syndicat des copropriétaires. Donc ça, c'est un vrai engagement pour la copropriété. C'est une facilitation pour le vote dans l'étude financière sur la copropriété.
La deuxième chose, les C2E, forcément, s'appliquent aussi. Ce qui n'empêche pas aussi les propriétaires, copropriétaires, de pouvoir en plus pouvoir rénover leur logement en interne par des petits apports et tout. Mais on sait bien qu'au niveau de la copropriété, c'est quand même l'enveloppe globale qui va être le mieux au niveau isolation. Mais il peut arriver qu'il y ait des éléments privatifs, souvent d'ailleurs qu'on dit d'intérêt commun, mais qui peuvent être autrement. On peut rénover son logement en intérieur et à ce moment-là, on a droit à d'autres aides en interne pour le propriétaire en individuel. Et j'ai oublié aussi de parler des prêts. C'est vrai qu'il y a toujours l'éco-prêt à taux zéro par-dessus le marché. On peut faire donc cet éco-prêt à taux zéro. On peut faire un éco-prêt collectif sur les parties communes et on peut faire un éco-prêt individuel sur le logement privé. À côté de ces éco-prêts, c'est vrai que les banques ont développé, beaucoup de banques ont développé des prêts qui sont aidés aussi par les C2E. Et c'est vrai que bon, le prêt à taux zéro était relativement très intéressant parce qu'il était à zéro. Et donc, il n'y avait pas d'intérêt. Et donc, il était intéressant il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vrai que les taux bancaires sont très bas puisqu'on peut avoir des taux autour de 1%. Et donc, il y a moins d'intérêt au 0%. Quand même, ce qui est important au niveau des prêts, je vais revenir aux prêts sur la copropriété, c'est que l'engagement au niveau responsabilité, donc caution, garantie, il est sur tout le syndicat de copropriétaires, il n'est pas sur l'individu en tant que tel. Et donc, ça permet, là aussi, d'avoir des prêts unitaires, je dirais, sur toute la copropriété et qui ne soient pas engagés sur une ou deux personnes et qui, là, effacent les problèmes des modestes et des revenus plus élevés. Donc ça, c'est… Bon, super, super, Benoît. Donc, on parle de la copropriété. Et pour revenir aux objectifs de rénovation énergétique sur les copros, est-ce que ces objectifs vont pouvoir être réalisables, à ton avis? Parce que en France, au niveau des logements, hein, pour donner les chiffres, on a quand même 25% du parc, on est en E, 10% du parc, on est en F, et 6% du parc, on est en G. Ce qui veut dire qu'on a quand même 40% du parc qui est 40% du parc national qui a besoin de rénovation énergétique. Est-ce que les délais qui sont donnés, est-ce que ça va être jouable dans le temps? Alors, pour nous, enfin, en tant que alors pour l'État, oui, Pour déjà. l'État, mais pour la L'État a réalité donné de des nous, chiffres. professionnels. Voilà. La Convention citoyenne, bon, ils étaient un peu plus durs hein, que l'État déjà. Ils voulaient aller plus vite. Évidemment, si on avait des baguettes magiques et je dirais dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, on voudrait qu'il n'y ait pas qu'aucun logement soit énergivore et que tout le monde soit bien dans son logement. Évidemment. On est tous d'accord. Après, il y a les principes de réalité. Et donc, c'est vrai que c'est quand même exigeant. C'est quand même très exigeant. Plus on raccourcit le temps, plus on concentre, on concentre les choses sur les entreprises, déjà. Donc, la première question, c'est est-ce que les entreprises seront prêtes à faire toute cette rénovation? Est-ce qu'ils auront assez d'électriciens, assez de plombiers chauffagistes, assez de façadiers, etc. La fédération de bâtiments en sont pas certaines. Elles n'en sont pas certaines. Il faut quand même dire que l'objectif de réaliser 500 000 logements par an en rénovation est un objectif qui est très lourd. On n'y est jamais arrivé depuis quelques années. On n'a jamais été si loin. Bon, maintenant, c'est vrai que si on met je dirais, le maximum d'aide au niveau financier, au niveau de l'accompagnement, forcément qu'on peut casser cette logique et y arriver. Nous, on dit simplement quand même que l'être FG, c'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà presque. Et donc, c'est déjà énorme d'ici 2028. Rajouter en 2034 les logements E, nous, on n'était pas très pour.
pas très pour parce que ça veut dire que si on engage des travaux dans une copropriété ou dans un logement et qu'on va à la lettre E, par exemple, ça veut dire qu'en 2028, il faut recommencer pour être en 2034 au-dessus de la lettre E. Et donc, on ne fera pas deux rénovations d'un coup. On fera une seule rénovation. C'est pour ça ce qu'il est important aussi de dire, c'est qu'il faut favoriser une rénovation globale performante dès le départ. Et donc, s'atteler à une rénovation globale pour être le plus haut possible dès le départ. Ce qui est compliqué, mais on peut, je dirais, l'aider avec ce qu'on appelle alors le plan pluriannuel de travaux, par exemple, échelonné sur quelques années, mais en ayant cette idée un petit peu de briques de Lego qu'on peut rajouter. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Normalement, il ne faut pas, par exemple, commencer par changer une chaufferie pour mettre une chaufferie hyper performante et quelques années après isoler. Il vaut mieux commencer par faire une étude globale, et l'audit énergétique le dira. Si on isole bien son bâtiment, on aura besoin d'une chaudière moins performante. Moins performante et surtout moins chère. Et donc, il faut quand même un bon audit énergétique, par exemple d'une copropriété, pour faire un plan pluriannuel de travaux et échelonner tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un vrai engagement. C'est un engagement, c'est quelque chose de nouveau dans nos compétences à nous, agents immobiliers, syndic de copropriété et administrateur de biens. On doit être un moteur, on doit être un moteur pour nos clients. On doit aider nos clients, qu'ils soient bailleurs, qu'ils soient locataires, qu'ils soient copropriétaires, et on doit les accompagner. Et c'est pour ça qu'au niveau de notre fédération, on a engagé un programme qui s'appelle CoproVerte pour nous former, pour faire de la formation. Alors, le syndic, l'administrateur de biens ou l'agent immobilier, ce n'est pas un ingénieur, ce ne sera jamais un ingénieur fluide, etc. Ce n'est pas un bureau d'études. On a besoin de tout l'espace, je dirais, de la structure immobilière et de la structure du bâtiment pour étudier et pour avancer. Et donc, l'objectif, nous, c'est d'être le pivot au profit des clients et de travailler avec les clients, et notamment les conseils syndicaux et les bailleurs, pour échelonner des plans pluriannuels de travaux. Et ça, c'est vraiment notre boulot pour arriver à faire, c'est plus de 500 000 en tout cas, d'aller vers un objectif, qui est un objectif des pouvoirs publics. Et donc, c'est un vrai travail. C'est pour ça qu'on va se former, pour, je dirais, s'ouvrir aussi aux autres compétences, aux compétences externes, qui soient des bureaux d'études ou qui soient toute la filière du bâtiment. Il faut vraiment travailler ensemble pour y arriver. Et donc, c'est cette collusion, en tout cas, et ce partenariat avec toutes les fédérations à côté, et ce travail avec tous les bureaux et tout ce qui travaille au niveau de la rénovation, on va y arriver. Et donc, les objectifs sont difficiles, mais en tout cas, il faut qu'on aille dedans. Et le principe, Jean-Paul, c'est que dans tous les départements, dans toutes les villes de France et de Navarre, on doit travailler avec les pouvoirs publics, avec le monde du bâtiment, avec toutes les structures d'aide. Et il n'y en aura jamais assez, il n'y en aura jamais de trop. Et donc, il faut vraiment travailler avec tout le monde, les ADIL, le réseau FER, etc. Il faut vraiment qu'on soit ouvert et qu'on travaille ensemble pour pouvoir y arriver. C'est ce qu'on a commencé, ce qu'on fait dans l'Isère, hein. Déjà, on a déjà pas mal justement de réunions de travail. La semaine dernière, nous étions avec le BTP, justement, qui est très inquiet juste pour faire la rénovation, pour faire de la rénovation, parce qu'on peut parler aussi malheureusement du Covid, et ça, je pense que tu peux en dire deux mots, sur la problématique des prises de décision dans les assemblées générales pour effectuer les travaux. Où aujourd'hui, malheureusement, on a du temps, les gens ne souhaitent pas prendre des décisions par visio, c'est le français qui est peut-être comme ça, c'est plus compliqué, les gens aiment bien se rencontrer, et on a cette problématique aujourd'hui de rencontres pour faire les assemblées générales de copro et prendre les grandes décisions pour les travaux. Donc, effectivement, là, c'est une question qui se pose, et puis moi, je voudrais te poser une deuxième question également. C'est un constat sur l'augmentation des matières premières.
on vient de s'apercevoir que malheureusement, dans le monde, il y a des monopoles aujourd'hui de certains pays tels que les États-Unis ou la Chine qui sont en train de faire flamber les coûts des matières premières, en l'occurrence le fer et d'autres, le bois par exemple aujourd'hui qui est en train, alors il ne flambe pas, lui, il monte en termes de prix, heureusement qu'il ne flambe pas le bois. Euh, et par contre, on a une augmentation des polystyrènes qui depuis 15 jours a pris 25%. Donc, le rôle de nos syndicats, de nous professionnels, c'est faire quand même de prendre conscience de tout cela effectivement à l'État et de mettre les réalités financières en face. Donc, Benoît, qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois les choses pour l'avenir par rapport à ces augmentations? Alors, pour les prix, c'est vrai, on en a parlé, et tu as raison. Pour le polystyrène, donc, qui concerne beaucoup les ITE, hein, l'isolation thermique extérieure, c'est vrai qu'on a des augmentations phénoménales sur les fers, et donc on travaille beaucoup avec le béton armé, bon, et le bois, enfin tout augmente très vite, très fort. Donc je sais que les fédérations de bâtiments s'entretiennent avec Bercy pour limiter et puis casser ce système haussier. Honnêtement, c'est quelque chose qui complique les études de prix sur les rénovations et sur le bâtiment tout entier. Donc, on compte vraiment sur l'État et tout pour faire quelque chose là, pour que les filières, je dirais, se restructurent. Honnêtement, je suis un petit bonhomme par rapport à ça. Je suis comme toi, hein, par rapport aux importations et autres. Le fait qu'on dépende beaucoup des importations, et on le sait bien, et on l'a vu par rapport au Covid, il faut réindustrialiser la France. Il ne suffit pas de le dire, mais c'est vrai que on a des productions à revoir. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec, je dirais, toutes les entreprises, je dirais, de production. Et on a, Dieu sait si on a des grosses entreprises chez nous, on a quand même des leaders comme Saint-Gobain, par exemple, et on fait des conventions de partenariat avec toutes ces entreprises qui établissent aussi des nouveaux matériaux. Et donc, on travaille, on est par exemple au niveau de la fédération, on établit un partenariat avec Saint-Gobain pour travailler sur des startups, pour travailler sur la rénovation énergétique. Donc, tu vois, c'est quelque chose qu'on travaille directement aussi avec les producteurs de matériaux. Mais c'est vrai que l'augmentation, c'est quelque chose qui inquiète tout le monde, l'augmentation des prix sur les matériaux. Et donc, il faut absolument casser cette ambiance haussière et tout. Et je pense qu'on va y arriver, mais là, ça appartient plus à Bercy et au monde du bâtiment. Voilà la première chose que tu parlais par rapport au Covid. Et évidemment, le Covid nous casse je dirais, les objectifs collectifs, puisque le Covid nous isole par principe et on devient plus individuel par principe, parce qu'on est obligé de rester isolé. Et donc, c'est un vrai problème pour la copropriété, c'est un vrai problème pour discuter avec les gens, même nos bailleurs, puisqu'on ne peut pas les rencontrer directement. Et donc, pour les votes en Assemblée générale, qui se font par vidéoconférence ou par courrier et Par autres, correspondance. par correspondance, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un travail en continuité avec un conseil syndical pour avoir des décisions euh, pour des gros travaux. Maintenant, je me dis que malheureusement, on est un an après le départ de ce Covid, puisque c'était au mois de mars, le premier confinement, 15 mars l'année dernière, en 2020. On ne pensait pas encore être confiné cette année. Et c'est vrai qu'on arrive à la deuxième assemblée générale, finalement, de début d'année, où on est confiné et donc en difficulté. Le problème, c'est que ce n'est pas nous, c'est le Covid, et puis qu'on doit garantir la santé des gens et donc et notre propre santé, donc on n'a pas le choix. Et on ne peut pas, je dirais, matériellement prendre des risques avec nous, avec nos clients, et faire des réunions à tout va. Donc, c'est vrai qu'on a commencé des Zooms et tout, etc. Je pense qu'on n'aura pas le choix de s'adapter, parce que imaginons que ça dure encore l'année prochaine, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois, mais malheureusement, je pense qu'on va vivre avec ce virus au niveau de la santé et que forcément, forcément, ça complique notre vie, mais en tout cas, qu'on s'adapte petit à petit avec nos masques, avec les gestes barrières, les distanciations, etc.
et que on travaillera plus les réunions vidéo, en tout cas pour se rapprocher, et qu'on n'aura pas le choix. Bien évidemment, moi ce que je souhaite, c'est retrouver une vie normale, hein, retrouver les restaurants, les bars, revoir les gens, parce que notre métier, c'est d'abord un métier de contact, on le sait, et même nous, on se voit en Zoom, là, mais c'est vrai qu'on a envie de se voir, envie de se parler, etc., et que c'est plus facile de se parler pour engager des travaux importants. En même temps, on n'a pas le choix de l'attente et tout, etc. Et donc, nos soignants, si je compare avec nos soignants, ils se couvrent et ils soignent. Tous les métiers, je dirais, de contact qui sont mis à l'honneur, mais que ce soit les caissières de supermarché, elles sont là, elles aussi, pour distribuer parce qu'on a faim et qu'on doit manger, etc. Donc, je pense qu'on a une certaine obligation morale, nous, de continuer à travailler et de continuer à travailler le mieux possible pour aider nos clients et donc d'aller vers le faire, de passer à l'acte au niveau des travaux. Et donc, on n'aura pas le choix. On peut attendre, on peut se dire on attend un an supplémentaire. Mais je rappelle que 2028, les obligations qu'on a, elles sont là. Et donc, il faut vivre, je dirais, avec ces obligations d'un côté. Et puis en même temps, les gens, ils vivent encore plus dans leur logement. Parce que là, le fait qu'on soit isolé, finalement, on vit encore plus dans son logement. On sait qu'avec le télétravail, on travaille encore plus, enfin déjà on ne travaille pas du tout dans son logement, certains, et beaucoup travaillent maintenant de chez eux. Donc on vit encore plus dans son logement. Donc on a une obligation morale et citoyenne de réparer et d'améliorer les situations des logements qui est encore plus prégnante finalement avec ce virus. Et je pense que la prise de conscience de la vie à l'intérieur du logement et du confort, elle est encore plus prégnante aujourd'hui qu'hier. Parce qu'on vit encore plus dans son logement. Alors, c'est qu'un pis-aller que je dis, j'ai bien conscience que je préfère moi aussi, comme toi, qu'il n'y ait plus de virus et qu'on puisse vraiment se parler et qu'on puisse rencontrer les gens et discuter ensemble parce que c'est vraiment des projets d'avenir. Au niveau d'une copropriété, au niveau d'un logement, quand on lance des travaux, c'est un petit peu comme une naissance d'un nouveau logement. C'est un petit peu comme quand on a acheté son propre logement. Et Dieu sait, quand on achète son logement, c'est un événement qui est pour la vie, qui est important hein, pour chaque Français, pour chaque citoyen. Et donc, on est dans cette chaîne-là. Et cette rénovation-là doit être vraiment une certaine renaissance et une réappropriation du logement. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on y participe du mieux possible et qu'on sécurise du mieux possible tout le monde pour aller vers cette rénovation, même si c'est difficile, même si on a des obligations à côté au niveau de la santé, eh bien, je pense qu'il ne faut pas passer à côté et que ce n'est plus une question de choix, il faut vraiment qu'on le fasse. Donc, malgré l'augmentation des prix, malgré le virus, eh bien, il faut qu'on y aille. Je dirais qu'avant, on n'avait pas le virus, on n'avait pas les augmentations de prix. Et puis, on a hésité aussi à aller vers la rénovation parce que ça reste quelque chose qui est compliqué. Et donc, je sais que c'est compliqué. Et je sais aussi qu'au niveau de notre fédération, on fait tout pour accompagner ce mouvement pour nos clients en se formant. Parce que la formation, c'est quelque chose d'important au niveau de la FNIM. Tu le sais et vous le faites aussi à Grenoble, parce que vous avez un centre de formation, des gens qui s'en occupent au niveau de notre fédération. La deuxième chose, c'est qu'on est un syndicat responsable, un syndicat patronal responsable vis-à-vis des élus avec qui on travaille, du ministère du Logement, vis-à-vis des pouvoirs publics, des mairies, on doit vraiment travailler ensemble et je pense qu'on n'a pas le choix. La Convention citoyenne, je dirais, nous a donné un peu le chemin à parcourir et donc on doit s'engager sur ce chemin. On n'a pas le choix. Et je dois dire que le virus, peut-être que plus on améliorera les conditions aussi de logement, plus on améliorera aussi la santé des gens. Et donc, on a vraiment une responsabilité de ce côté-là. On a une responsabilité ensemble avec nos clients. Je pense que cette responsabilité-là, elle doit être partagée et qu'on doit la monter, la faire comprendre. Beaucoup la comprennent déjà. De plus en plus, je dirais au niveau de la communication, des pouvoirs publics et autres, nos clients sont persuadés qu'il faut faire quelque chose.
ils sont persuadés aussi que c'est difficile. C'est pour ça qu'on doit vraiment être accompagné. Donc, ce qu'on réclame, c'est vraiment un accompagnement global pour tous les clients, qu'ils soient modestes ou moins modestes. Mais en tout cas, on n'a pas le choix de s'orienter vers un avenir plus radieux. Bien, bah, écoute, vraiment, merci pour cet exposé. J'avais un dernier conseil. On a un site aussi qui s'appelle Coprovert. Oui, Coprovert, et donc qui est valable pour tous les copropriétaires aussi. Et il faut aller sur ce site. Donc, qu'on soit syndic ou copropriétaire, on travaille avec Qualitel sur un principe de formation pour tous les copropriétaires et d'information. Donc, tous les copropriétaires, il ne faut pas qu'ils hésitent, c'est gratuit, hein. C'est payé mhm. par les certificats d'économie d'énergie. Et donc, il y a des cours qui peuvent être suivis au niveau des copropriétaires. Et donc, ils n'hésitent pas à aller sur le site Coprovert, voilà, sans problème. Ils auront toutes les informations, ce qu'on a discuté et beaucoup d'autres choses en plus pour avoir des conseils pour aller vers la rénovation. Merci Benoît encore pour ta présence et puis pour ton engagement auprès de notre métier et pour ton implication auprès du syndicat. Et ben, à très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, mais de visu à Paris ou je ne sais où. Et en tout cas, un très bon On week-end espère à tous. tous. Bon Merci week-end à tout le Benoît. monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.